Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie d'être de retour parmi vous après un petit séjour professionnel à Saint-Martin. Je tiens d'ailleurs à remercier toute l'équipe d'avoir porté cette émission avec professionnalisme et toujours dans la bienveillance durant mon absence. Et merci à vous aussi d'avoir réservé un superbe accueil à Joël qui m'a remplacé pendant ces 2 dernières émissions. Nous sommes donc de retour aujourd'hui avec notre format habituel. Malheureusement, Maëlle ne peut pas être des nôtres aujourd'hui, mais nous avons un plateau de chic et de choc comme d'habitude. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Alors à ma droite, Amanda. Amanda, rappelez-nous un petit peu de quoi vous allez discuter durant cette émission. Bonsoir Axel, bonsoir tout le monde. Je parle principalement des réseaux sociaux. Je suis experte en tendance sur les réseaux sociaux. Très bien. Joël, avec vous toujours, on voyage, on découvre des choses alléchantes. Tout à fait. Dans ma chronique, on parle tourisme et gastronomie. Bon, alors j'ai hâte de voir où est-ce que vous allez nous amener aujourd'hui. Je crois que ça sent bon. Cindy Bajazé, vous êtes fondatrice du cabinet de consulting Cindy Bajazé Consulting. Avec vous, on parle de quoi? On parle entrepreneuriat, je reçois des entrepreneurs et puis je relate en fait leur parcours. Je fais découvrir ou redécouvrir ces belles personnes. Très bien. Alors ce soir, nous avons une invitée avec qui on va discuter d'un sujet d'actualité qui va, je pense, intéresser beaucoup de personnes. Jessie Gercier, bonsoir. Vous êtes psychologue clinicienne. Nous allons discuter avec vous du burn-out. Comment prévenir et guérir ce burn-out? Alors c'est un sujet très à la mode depuis 2 ans. On en entend parler partout. Le mot est devenu un peu galvaudé. En tant que psychologue clinicienne, comment est-ce que vous définiriez ce burn-out? De quoi s'agit-il exactement? Alors le burn-out, comme l'indique son nom, c'est le fait de brûler, de se consumer de l'intérieur. C'est exactement ça la définition. C'est une perte de sens qui amène à la personne à perdre tous ses repères et avoir le sentiment de s'éteindre et de perdre sa substance, sa matière. Donc on est face à quelqu'un qui se consume tout simplement et qui le fait à petit feu de manière parfois assez insidieuse et qui n'a plus goût au travail. Très bien. Donc là, on est vraiment dans le milieu professionnel. D'ailleurs, en français, on parle d'épuisement professionnel. Peut-être que là, on est avec cette traduction française sur un concept qui parle un peu plus. Quand on parle d'épuisement professionnel, qu'est-ce que cela implique? Alors, l'épuisement, comme dit son nom, c'est de la fatigue. Nous sommes déjà dans les risques psychosociaux, les RPS. Il s'agit d'absence de motivation, de fatigue profonde que le sommeil ne répare pas. On est dans du stress qui s'est chronicisé, c'est-à-dire que le stress est ressenti au travail, comme on peut en avoir tout le temps. C'est un stress qui peut stimuler au départ, le stress, le bon stress, et qui, quand il se chronicise comme ça, il devient négatif et il devient destructeur pour la personne et entraîne de l'épuisement professionnel. Donc là, c'est une situation de grand danger pour la personne qui subit ce burn-out. Bien sûr, c'est une situation de grand danger puisque qui dit chronicisation dit que les choses s'installent de manière pérenne et que si la personne ne réagit pas, elle peut faire face à de l'anxiété généralisée, à un stress chronique qui est augmenté et également à des pensées suicidaires pour les cas les plus graves. Ça va loin. Ça va très loin, des idées noires. Donc dans ce cas-là, il est important et impératif que la personne consulte le plus rapidement possible. Alors, nous dira-t-on, le stress, l'angoisse, l'anxiété, ce sont des corollaires de la vie professionnelle. Est-ce que c'est normal ce burn-out, puisqu'il y a peut-être des gens qui vont minimiser ces manifestations? Alors, il est normal de ressentir un petit peu de stress par moment. C'est aussi ça qui motive et qui fait que le corps reste en éveil. L'anxiété et l'angoisse, quand elles apparaissent, sont des signes qu'il faut réagir, qu'il est nécessaire de réagir. Est-ce que c'est normal de ressentir du stress au travail? C'est d'ailleurs la première question que je pose à ces personnes quand elles viennent en consultation. Est-ce que vous pensez que c'est normal de ressentir un tel état de malaise au sein de votre travail? Si votre travail vous apporte ce stress, est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour vous? Et les réponses en général, elles sont non. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas être dans un état de mal-être profond à son travail. Ouais, le mot est important, mal-être profond. Donc là, on dépasse le stress qui peut être une source de motivation. Bien quand sûr. On arrive sur ce stress très négatif. Comment caractériser? Puisque là, l'idée, c'est de pouvoir identifier la situation de burn-out. Qu'on ne puisse pas se dire que voilà, c'est un moment où on est sur un coup de jus, où il faut accomplir un certain nombre de choses, comme ça peut arriver dans la vie professionnelle. Quels sont les indices pour pouvoir bien repérer et identifier
identifier une situation de burn-out? Alors, il y a des signes qui ne trahissent pas. Au départ, le stress, il booste un petit peu, comme je l'ai déjà expliqué. Il motive par moment. Et puis, avec une semaine de congé, les repos habituels, ça va. Oui. Au bout d'un moment, il ne passe pas ce stress, il vient se chroniciser. Et il y a des impacts qui sont durables sur le plan cognitif. La personne va avoir des pertes de mémoire. Elle va oublier ce qu'elle devait faire. Ça va jusque-là? Ça peut aller jusque-là. Elle peut ne plus être en capacité de penser. Il n'y a plus de disponibilité psychique. Elle va être dépassée par les tâches les plus simples, par exemple sur le plan cognitif. Sur le plan du comportement, des attitudes, il va y avoir de l'irritabilité, de l'agressivité. Il peut y avoir également des conflits permanents. Les personnes se sentent démotivées. Sur le plan motivationnel, il y a également des atteintes fortes. On n'a plus envie de sortir de chez soi pour aller bosser. Et au travail, on déshumanise un petit peu ce qu'on nous demande de faire. C'est-à-dire qu'on est très cynique et que plus rien n'a de la valeur. On est même dans le reproche systématique avec ses collègues. Et sur le plan comportemental et des relations, les relations sont plus mal, sont plus bas. Donc quand ces points-là sont présents, surtout sur le plan... Alors j'ai oublié aussi également le plan physique. Oui. Il peut y avoir des grosses atteintes, des douleurs qui apparaissent dorsales. Beaucoup de somatisation. Beaucoup de somatisation. Le corps parle à ce moment-là. Alors souvent, on a tendance à dire non, ça va aller, sauf que les choses s'installent de manière durable. Il y a aussi des troubles du sommeil. Quand les personnes se réveillent la nuit et qu'elles pensent en boucle au travail, il y a aussi des dérèglements au niveau de l'alimentation. L'alimentation qui est complètement déréglée, ça peut être des dérèglements hormonaux également. Donc toute cette palette-là de comportements sont essentiels à repérer et à mettre en exergue, et ne pas se dire ça va aller. D'accord. Parce qu'on a toute une panoplie quand même qui vient signifier que ça ne va pas. Donc il ne faut pas minimiser tous ces symptômes-là. Alors la question que j'ai à vous poser, quelqu'un n'arrive pas et ne déclenche pas un burn-out comme ça. Tout à fait. Qu'est-ce qui peut causer un burn-out? Alors, c'est l'exposition prolongée au stress. Ce sont des conditions de travail qui sont délétères. Alors, au départ, elles ne sont pas toujours délétères. On laisse passer parce que ce sont des consignes souvent qui sont contradictoires. C'est une charge de travail qui augmente toujours plus dans un délai imparti qui est très court. Donc là, la charge, elle commence progressivement à s'alourdir. On ne fait plus face. Ce sont des consignes qui n'ont pas de sens. C'est une perte de sens. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que le travail, on ne s'y réalise plus. Il n'y a plus ce caractère de plaisir au travail, ça n'a plus de sens. Et ça va à l'encontre même des valeurs qu'on porte. Quand un manager donne des consignes qui sont à l'encontre de ce que vous ressentez et de vos missions, il y a un décalage et c'est ce décalage qui fait souffrir. Donc ce sont vraiment, il faut vraiment le retenir, c'est le travail qui est responsable de la dégradation du comportement de la personne. Très bien. Alors nous dira-t-on là aussi, c'est que le travail, il y a deux écoles qui s'affrontent, deux écoles générationnelles, j'ai envie de dire, qui s'affrontent sur les buts, objectifs et même valeurs du travail. Aujourd'hui, vous avez une ancienne école où le travail doit être fait coûte que coûte et l'exécutant doit s'adapter au moule du travail. Et aujourd'hui, avec une nouvelle génération, les millénials qui arrivent, qu'on doit prendre plaisir au travail. Est-ce qu'au final, ces deux écoles générationnelles qui s'affrontent, dans leurs interactions au travail, on sait qu'est-ce que ça peut être, particulièrement en Guadeloupe, ça ne parvient pas à une situation où on a une explosion de cas de burn-out? Alors, ça peut arriver effectivement que le décalage générationnel induise des malentendus et des quiproquos et aussi une autre perception, une autre représentation du travail. Ça peut être un des cas, mais ça n'est pas majoritairement. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, qu'on ait cette vision ou l'autre, on est dans un travail qui pose problème. C'est les conditions de travail qui posent problème. Donc chacun va faire avec, va s'adapter en fonction. L'ancienne génération va peut-être avoir du mal effectivement à être toujours connectée, à recevoir ces informations en temps et en heure. Mais c'est aussi leur force, parce que finalement on verra que pour faire face au burn-out, il faut se tenir éloigné parfois de ce qui fait mal. Donc les générations maintenant qui sont effectivement dans le plaisir peuvent aussi être tout à fait sujettes, mais sous une autre forme au burn-out, parce que leur façon de percevoir le travail peut être aussi source de dérèglement et de stress, puisque comment imposer à un employeur que le travail soit quelque chose où on prend du plaisir à être là? Voilà. Tout à fait. Quand on préparait l'émission, vous me disiez qu'à l'origine du burn-out aussi, très souvent, il y a un management
pervers, toxiques. Tout De à quoi fait. parle-t-on quand on parle de management pervers et toxique? On parle de personnes qui savent très bien ce qu'elles font, même si elles ont tendance à le minimiser et à faire comme si elles ne savent pas, qui peuvent être dans des injonctions paradoxales, dire tout et son contraire, qui vous demandent d'exécuter des règles et des travaux qui n'ont pas de sens pour vous, elles le savent, qui vont vous demander de rendre des documents pour avant-hier. On est dans des espèces de compte-rendre ou alors on va vous mettre en position de ne pas avoir à choisir. Vous aurez l'impression que vous pouvez choisir, mais en fait vous ne choisissez pas. On vous intime de faire ce que vous ne voulez pas faire. Et c'est là où la relation devient toxique, parce que bien malgré vous, vous êtes au travail. Vous devez remplir votre contrat de travail, mais vous êtes dans un non-sens. Et là, c'est là que ça vous brûle, d'où le mot burn-out. Très bien. J'aimerais qu'on puisse venir sur un témoignage d'une de vos patientes qui a été anonymisée, bien évidemment, afin d'illustrer Bien de sûr. quoi on parle exactement. Alors justement, je pense que ça lui fera plaisir parce qu'elle suit l'émission, que cet hommage lui soit rendu. Alors elle a tenu à d'abord parler de ses symptômes. Elle avait une grosse fatigue, une asthénie, sans que son bilan sanguin ne relate rien d'anormal. Perte de notion du temps, des ruminations très souvent le soir et les week-ends. Elle était en boucle sur le travail. Elle avait une hypertension qui aurait pu entraîner effectivement un AVC très fort, puisque le médecin a dû constater qu'il y avait une forte tension, une prise de poids, une appétence au sucre, notamment la nuit. La nuit, elle se réveillait. Trouble de l'attention, de la concentration. Donc, elle oubliait les propos récents. On lui faisait remarquer, mais tu viens de dire ça. Elle s'en souvenait pas. Donc, c'était même dans la mémoire à court terme, le travail qui était impacté. Une difficulté à suivre de bout en bout une série ou un film, elle disait. Elle n'arrivait pas à suivre. Parce que Donc, même se déconnecter et faire un truc Netflix tout le week-end, elle n'y arrivait pas non plus. Indisponibilité psychique. Ouais. Voilà. Commencer beaucoup de choses à la fois sans les finaliser. Elle ne pouvait pas lire un livre sans arriver au bout, puisque du coup, elle oubliait ce qu'elle venait de lire. Une baisse, voire une absence de libido, ça on n'en parle pas beaucoup, mais elle a pu le remarquer avec son compagnon. Il y a eu un fort impact sur le couple et un dérèglement hormonal. Voilà, c'est les symptômes principaux qu'elle a eus. Très bien. Et dans quel cas est-ce qu'elle était exactement? Qu'est-ce qui a provoqué ce burn-out? Et surtout, comment est-ce qu'elle s'en est sortie? Ou en tout cas, comment est-ce qu'elle a été prise en charge? Alors, qu'est-ce qui a provoqué? Encore une fois, c'est quelqu'un qui est dans le social, qui devait prendre en charge les personnes en souffrance. Donc la souffrance de l'autre, alors on l'a peut-être pas, je ne l'ai sûrement pas dit assez, ce sont les professions du soin, de la formation, de la relation d'aide qui sont le plus souvent impactées. C'était son cas. Elle devait aider les autres, mais comment aider les autres quand on est soi-même malmené à son travail? Alors c'était ce que j'ai expliqué avec un management complètement pervers, avec on lui demandait d'être une exécutante, sans penser, sans réfléchir, sans mettre de sens. Et c'est là où ça a commencé. Donc elle relate, effectivement, il y a eu un incident. Elle dit: un jour j'allais au travail et à mesure que j'avançais sur mon trajet, j'étais prise d'angoisse. Nœud à l'estomac, envie de retourner chez moi. À mon arrivée, j'étais totalement en larmes. Elle ne cessait de couler. Je ne maîtrisais plus rien. Une collègue venait à ma rencontre et m'a vue. Et elle a tout de suite compris que mon état était lié au travail. Donc il a fallu qu'il y ait une collègue qui s'interpose et qui lui demande de rentrer chez elle. Donc elle a pris attache avec la psychologue du travail. Ça a été sa première prise de conscience que ça n'allait pas. Voilà, ça a été la toute première prise de conscience. Il y en a eu d'autres. La deuxième fois, elle dit: un lundi matin, je repousse mon réveil à plusieurs reprises. Je ne me sens pas en forme, sans aucun signe clinique, juste de la fatigue. Mais j'ai des obligations. On voit encore la contrainte. Elle a des obligations, il faut qu'elle y aille. Donc je me fais violence pour me verticaliser, me préparer, prendre mon petit déjeuner. J'ai pris nettement plus de temps pour faire tout cela alors que j'avais la sensation de faire vite. Et elle dit qu'elle a le sentiment d'aller à l'abattoir en fait. Et c'est fort, il est très violent même. Le sentiment d'aller à l'abattoir. Donc les personnes qui sont en situation de burn-out sont en mode, j'ai presque envie de dire, pilote automatique. Exactement. On sait qu'on va se faire exécuter, entre guillemets, mais on y va quand même parce qu'on a le sens du devoir. On a le sens du devoir, et puis dans un contexte quand même de chômage qui est très important, notamment chez nous. Perdre son travail aux yeux des autres socialement, c'est pas admis. Démissionner, c'est encore moins admis. C'est vu comme un caprice. Donc du coup, on a cet impératif de rester malgré tout. Et puis vous avez un CDI. Vous avez un CDI. Vous voulez quoi d'autre? Ça n'est pas entendable qu'on puisse souffrir. C'est-à-dire qu'on a un travail, il faut y aller, il faut le faire, quoi qu'il en coûte.
Alors, j'entends beaucoup de choses très intéressantes dans ce témoignage et vous nous disiez également en préambule, quand vous parliez du profil de votre patiente, qu'il s'agit de quelqu'un qui est dans le soin. Est-ce qu'on a un profil type de personne plus facilement sujette au burn-out ou pas ? Alors, effectivement, on a un profil type. Alors, ce que je vais dire, je ne veux pas alerter les auditeurs et auditrices. Les traits que je peux décrire ne veulent pas dire que toutes les personnes qui ont ces traits-là vont forcément développer un burn-out. Mais ce qu'on remarque, c'est que chez ces personnes qui ont développé un burn-out, les traits sont quasiment les mêmes. Donc, c'est beaucoup, on en a parlé quand on a préparé un petit peu l'émission, c'est une conscience professionnelle qui est très élevée. C'est quelqu'un qui va être très pointilleux, qui va vouloir que les choses soient bien faites. Quelqu'un qui a le sentiment que se réaliser soi, ça ne peut se faire qu'au travail et pas ailleurs. Ça peut être aussi un enthousiasme extrême à l'idée d'être au travail. Faire passer son travail avant le reste. Oui. Donc toutes ces petites données-là, ces traits de personnalité font que quand il y a ce décalage avec le travail, la personne ne se réalise plus. Voilà, elle a une faible estime d'elle-même ailleurs, donc elle se réalise qu'au travail. Elle a du mal à dire non. Elle a du mal à avoir confiance en elle et à s'affirmer au travail. Donc cette incapacité à dire non est aussi un des traits qu'on retrouve chez les personnes qui sont atteintes d'épuisement professionnel. Donc quelque part, quand on a effectivement un manager toxique, qui repère cette conscience professionnelle accrue chez son N-1 ou autre, donc il y a cette propension à profiter justement de ce qui pourrait être une qualité pour pouvoir épuiser la personne. Tout à fait. On ne tape pas sur les clous qui sont tordus. D'accord. On tape sur les clous qui sont droits. C'est intéressant puisque dans les relations de travail, particulièrement en Guadeloupe, avec tout le bagage psycho-générationnel, culturel, historique que l'on se traîne, bien souvent, ce type de profil, on a du mal à les valoriser. Et quand ils arrivent à épuisement, il y a une culpabilisation qui est terrible. Je le dis pour l'avoir vécu, effectivement, et je crois qu'il faudrait expliquer peut-être encore plus à nos téléspectateurs qu'au final, ce processus de culpabilisation de la victime, c'est là la perversité. Bien sûr. Oui. Elle fait aussi partie justement du fonctionnement du pervers, c'est-à-dire rejeter toujours sur l'autre la faute, il n'est jamais responsable, et dire à ces personnes qu'elles n'ont eu qu'un seul temps, c'est vouloir très bien faire leur travail. Mais elles sont aussi humaines, elles ont aussi des défenses qui s'amenuisent au fur et à mesure que les difficultés augmentent et qu'elles ont le droit d'être épuisées. Par contre, elles n'ont pas le droit d'être brûlées, en ce sens d'être épuisées. Elles peuvent être fatiguées, on le conçoit, on l'entend, et justement elles ont du mal souvent elles-mêmes à l'entendre, parce que c'est un signe de fragilité. Si je dois poser des congés, j'ai du mal à les poser, parce que si je ne suis pas là, le travail ne se fait pas. Mais il est important que ces personnes entendent que quand on a dépassé ses limites, qu'on n'a plus les ressources adaptatives pour faire face, on est soi-même en danger. Le travail continuera à perdurer, mais pas soi. Comme on dit chez nous, ni des fins moon, n'est pas ni des fins travail, n'est-ce pas ? Et là, comment faire entendre à quelqu'un qui est en situation de burn-out qu'il est en burn-out ? Et surtout, quel garde-fou mettre autour de cette personne-là ? Alors souvent, les personnes, elles ne vont pas se rendre compte de suite. Parfois, il peut s'agir d'un membre de la famille qui réagit ou d'un collègue, comme ça a été le cas de la patiente, qui le ressentait mais qui ne pouvait se l'avouer. Les limites, il est nécessaire d'en mettre, c'est-à-dire se fixer justement un cadre. Je suis au travail, je suis au travail. Quand j'ai fini au travail, je n'y suis plus. Commencer à un horaire, mais se fixer aussi à un horaire de fin. Déconnecter avec les outils qu'on a. Nous avons des téléphones, des tablettes, des ordinateurs, déconnecter avec tout ça. Ne pas emporter de travail à la maison. Ce sont des petites choses qui semblent assez simples à dire, mais qui sont vitales. Se donner des rituels, c'est-à-dire que le matin on arrive, on fait ça, on check ses mails, on continue. Et on peut s'octroyer des petites pauses. Alors je ne parle pas de la pause réglementaire, de 20 minutes au bout des 6 heures de temps de travail, mais on a le droit de se lever pour aller faire un tour, prendre un verre d'eau, aller aux toilettes, c'est autorisé. On a le droit d'avoir des activités à l'extérieur, parce que la vraie vie, au final, elle n'est pas au travail, elle est à l'extérieur. Il faut rappeler à ces personnes qu'on travaille pour pouvoir vivre à l'extérieur, et que c'est très important de l'entendre. Le travail permet d'avoir une vie à l'extérieur. Donc d'avoir des activités en famille, pour soi, des activités seules avec les autres, des activités où on est dans la construction, où on va faire du sport pour soi, où on va avoir des activités de loisirs, de création, où on va créer autre chose. C'est-à-dire qu'on va être productif au travail, mais on peut l'être également ailleurs. On peut
être productif et créer et donner envie de continuer à créer. On peut faire de la sophrologie, de la relaxation, de la méditation, ce qu'on veut, des choses pour soi. Mais vraiment mettre une limite avec le travail en se disant que le travail, une fois qu'on a passé la porte, c'est terminé. Très bien. Alors, je souris et c'est vrai que je me penche un petit peu plus que d'habitude parce que je pense qu'autour de cette table, vous avez au moins 3/4 de super accros au travail, à commencer par moi, et où on fait partie de cette génération où il y a ce culte de la performance, peut-être un petit peu plus que celle qui nous suit, parce que, enfin, je regarde Amanda, parce que là, il y a vraiment ce côté travail, plaisir, réalisation personnelle, mais je crois que Joël, Cindy et moi, on a été biberonnés à cela. Le culte de la performance et pouvoir se définir par la performance que l'on apporte dans ce qu'on réalise au travail. Alors du coup, qu'est-ce que vous nous conseilleriez à nous, les accros du travail? C'est vrai. Comment poser les limites? Puisque c'est vrai, quand je regarde Cindy, Joël, nos façons de procéder, bon, on se réveille, on est déjà connecté, on check déjà les mails, on ne va pas dormir, voilà. Comment reprogrammer tout ça? Quand vous vous questionnez déjà, c'est déjà un bon point. C'est-à-dire que vous percevez qu'il peut y avoir parfois des dysfonctionnements. C'est déjà une première étape. Les personnes qui sont en burn-out ne se posent pas la question. Elles ont du mal à prendre du recul. Et c'est ce que vous faites quand vous le dites, puisque vous observez chacune que parfois vous pouvez avoir des conduites qui ne sont pas toujours adaptées. C'est prendre du recul. C'est s'octroyer des moments, se dire je pourrais le faire. Effectivement, ça va me demander peut-être de décaler, d'organiser mon temps autrement, mais c'est prendre un temps le matin, notamment le matin, c'est très important, c'est le moment où on se met en jambes, déconnecter un peu, couper un petit peu et décaler le moment où on va se connecter, c'est se dire je commence à 1h mais je termine à une certaine heure, et ça je n'en déroge pas, je n'y déroge pas. C'est également se dire que ce week-end-là, on ferme tout et on s'octroie une pause. Il n'y a pas vraiment de remède miracle, mais c'est remettre au centre un petit peu de la vie les personnes que nous sommes. La pandémie a montré effectivement l'intérêt de se repositionner et de faire avec ce qu'on est, avant de faire avec les compétences, puisqu'on a tendance à mettre les compétences en avant et la nécessité de réussir. Mais la situation que nous avons vécue nous a montré que si nous ne sommes pas bien, nous ne pouvons pas continuer à faire ce que nous faisons. Si vous voulez, mesdames, continuer à être productives, il faut prendre soin de vous. C'est avant tout vous c'est vous qui faites vivre vos entreprises respectives. Si vous n'êtes pas au mieux de votre forme, vous ne pourrez pas aller en avant et développer vos activités. Tout à fait. Je retiens quand même un petit bon point, demi-succès, comme disent les Canadiens. C'est que le fait qu'on s'interroge là-dessus, bien sûr. On est déjà consciente et donc bon, ça va, le burn-out est encore loin. Mais ce qui m'interpelle quand même, c'est que la personne qui est en burn-out, donc ce que je comprends, n'a même pas le recul nécessaire pour comprendre sa situation. Et là, le danger, il est réel. Tout à fait, parce qu'elle se sent seule déjà, elle ne comprend pas pourquoi elle est aussi mal, elle se dit, mais c'est forcément moi, puisque les autres autour vont bien. Parce que, disons-le nous, quelqu'un qui est en burn-out, il ne va pas voir sa collègue pour dire tu sais ça va pas, hier soir j'ai pas dormi ou je me suis réveillée pour grignoter, ça ne va pas. Elle va le garder pour soi, mais sans savoir peut-être que sa collègue à côté n'est pas bien non plus. Mais comme il faut faire bonne figure, il faut y aller et puis il faut travailler parce qu'on a besoin aussi sur un plan financier, donc on y va. Et la personne se dit forcément si ça dysfonctionne, c'est que ça vient d'une seule personne et c'est moi, puisque c'est mon rapport au travail qui est perturbé. À aucun moment elle peut se dire, elle peut faire ce pas de côté et puis se dire mais il y a un souci là. Quand elle le repère, forcément c'est encore d'elle, ça vient forcément d'elle. Très bien. Donc là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous vous adressez surtout à l'entourage de personnes qui pourraient être en burn-out pour qu'elles puissent avoir un véritable effet levier, ce geste de sauvetage, j'ai presque envie de dire, pour leur permettre de s'extraire de cette situation. De s'extirper de cette situation. Alors souvent, ça peut être les collègues, quand on est dans la bienveillance, qui repèrent effectivement que ça ne va pas. On le voit, une collègue qui arrive et qui n'est pas dans les mêmes dispositions, ou alors qui est beaucoup dans l'agressivité. Et ça se repère aussi à la maison. Le conjoint ou la conjointe, ça peut être un homme ou une femme. Alors, les femmes sont encore plus touchées que les hommes, puisqu'il y a la charge mentale aussi de la maison, avec le quotidien. Donc, quand 44% des femmes sont touchées, 33% des hommes le sont. Donc, c'est l'environnement familial et social qui va le repérer. C'est quelqu'un qui n'a plus goût à faire des activités avec ses enfants, qui ne veut plus cuisiner. Donc, j'alerte effectivement l'entourage de ces personnes à être vigilants
vigilant à observer et à mettre un frein, même si on sait que cette personne est très férue de son travail et qu'elle y est très bien, mais lui dire mais un tel ou changé, hein, ça va pas comme avant là, qu'est-ce qui se passe, et interroger. Et à ce moment-là, on permet à la personne de s'arrêter et d'observer, de faire un pas sur le côté, d'observer que ça ne va pas du tout. Très bien. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on prend en charge quelqu'un qui a été victime de burn-out? Et surtout, est-ce qu'on guérit de cela? Alors, comment on prend en charge? Il y a plusieurs manières de prendre en charge. Ne serait-ce qu'au niveau du travail, on peut se tourner effectivement vers le service de santé au travail. Le médecin du travail est un excellent partenaire. Ça peut être la DRH, la psychologue du travail, qui est en première ligne. Ce sont elles, le plus souvent, qui abordent et qui analysent les conditions de travail et qui relèvent à la personne, qui lui révèlent en tout cas que c'est pas vous qui dysfonctionnez, c'est bien le travail. Après, il y a tous les services effectivement qui sont liés à l'employeur. Alors je profite de dire que l'employeur a une obligation de prendre soin de ses salariés. Et on ne le dit pas assez souvent. C'est une obligation. Il a le droit et avec obligation de résultat. C'est-à-dire que le salarié peut tout à fait se retourner contre son employeur en disant « vous me saviez en danger, vous auriez dû intervenir ». C'est important à faire entendre puisque c'est vrai qu'au niveau de Caribbean Boss Lady et des experts au féminin, je reçois beaucoup de messages privés dans ce sens. Beaucoup de femmes, surtout comme vous le disiez, et des femmes, on a l'impression que ce sont des superwomen, que ce sont des bulldozers, que rien ne leur résiste. Et souvent elles me disent « Madame Coulangean, voilà la situation de détresse dans laquelle je suis au travail » et elles se sentent incomprises puisque on leur renvoie cette image justement de femme forte, la fameuse femme potomitan dont on ne peut plus encore parce que même au travail également c'est utilisé comme un argument très vicieux pour faire comprendre à quelqu'un que l'on sait en burn-out et que l'on manage de façon perverse et complètement toxique. On lui dit mais attends, mais tu es complètement à côté de la plaque, mais attention, on ne te reconnaît plus, tu n'es plus efficace, etc. Je crois que ce sont aussi des choses importantes à expliquer aux gens et c'est bien que vous puissiez leur rappeler que l'employeur a cette obligation. Il a cette obligation. Et vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on en guérit? Oui, on en guérit, ça prend du temps. Il faut admettre que ça prenne du temps. Et la première démarche, c'est de s'éloigner de ce qui fait mal. Quand on a peur de quelque chose, on réduit le temps d'exposition. Quand on est mal au travail, on s'en éloigne. Alors c'est pour ça que le médecin du travail, mais également le médecin traitant ou le médecin psychiatre sont de bons partenaires parce que ce sont eux qui vont permettre de prendre ce temps de pause et il faut l'accepter, il faut l'entendre. Se reposer mais loin du travail. Parfois il y a besoin de thérapie médicamenteuse, mais on ne peut pas faire l'impasse sur les thérapies psychothérapeutiques et psychocorporelles qui aident aussi à reprendre un petit peu le sens de sa vie et à s'interroger sur ce qu'on vient de vivre. Parce que c'est très important de se questionner sur ce qu'on vient de vivre. Très bien. Alors, il y a des personnes qui ont le luxe de pouvoir s'éloigner de façon réglementaire ou pas, ou même jusqu'à la démission de ce travail qui peut être toxique. Mais on sait aussi qu'il y a cette réalité économique, ce chômage galopant, systémique en Guadeloupe, et des personnes qui restent au travail malgré tout à cause justement de ce contexte économique difficile et parce qu'elles ont des obligations. Tout à fait. Que faire dans un cas pareil? Que faire? Mais quand l'employeur verra que son employé n'est plus productif, quand cet employé aura déjà été alerté, que ce soit son syndicat, parce qu'il y en a qui vont voir le syndicat, d'autres qui vont voir des associations de victimes, ou qui vont voir la DRH, ou peu importe la personne, l'instance qu'ils y vont trouver, ce salarié-là, au bout d'un moment, ne sera plus productif de toute façon. L'employeur s'en rendra bien compte qu'il y a un problème. Et là, il sera obligé de faire quelque chose. Le médecin du travail peut déclarer une inaptitude professionnelle, par exemple. Le salarié qui n'est pas écouté, qui n'est pas entendu, alors peut se retourner envers, comme j'ai déjà dit, au niveau des prud'hommes. Il peut également solliciter que son burn-out soit reconnu au niveau de la sécurité sociale, même si... Mais alors comment prouver le burn-out? Exactement. Les maladies psychiques ne sont pas prises en compte dans la classification de la sécurité sociale, mais il est possible malgré tout de contourner via la CPM, il y a des commissions qui existent, avec des enquêtes, parce que s'il y a une personne en général, il n'y en a pas qu'une au sein d'une entreprise qui est porteuse de burn-out, et donc à ce moment-là, il est possible d'identifier et de
d'identifier ces personnes, de leur venir en aide et de déclarer cet employeur ou en tout cas l'entreprise comme étant le mauvais objet, j'ai envie de dire. D'accord, donc avec la médecine du travail, est-ce qu'il y a un système où un employeur ou une entreprise peut être désigné comme un mauvais élève sur le management? La médecine du travail est un partenaire, il ne faut pas l'oublier, qui va venir effectivement, qui peut venir sur place vérifier les conditions de travail, qui peut venir observer et qui va faire un rapport. Donc ça c'est très important. La psychologue du travail, j'insiste dessus parce que souvent c'est elle qui déclenche les choses, qui déclenche une enquête ou qui tire un signal d'alarme. Et puis vous avez aussi les comités centraux économiques et sociaux, les sociaux du moins, les CSE en remplacement des CE et l'ancien CHSCT, Sécurité Santé au Travail, qui sont censés être très attentifs à la santé des salariés au travail. Très bien. Avant-dernière question. Donc du coup, est-ce que ces mauvais élèves, par exemple, on peut imaginer que leur taux de cotisation soit augmenté parce que forcément, ils vont coûter plus cher à la sécurité sociale. Bien sûr. En provoquant des burn-out comme ça. Bien sûr. Quand vous êtes dans une structure où vous avez des arrêts de travail à répétition, vous avez des passages à l'acte sur place, c'est-à-dire, je ne parle pas de passage à l'acte destructeur, mais des gens qui tombent dans les pommes, des gens qui s'énervent, il y a des coups de colère comme on dit, et qu'on doit faire intervenir ou les pompiers ou le médecin régulièrement. La sécurité sociale a un droit de regard et se dit tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Il se passe quelque chose dans cette entreprise puisque leur taux a augmenté. Mais du coup, on va leur faire payer un peu plus afin qu'elles garantissent que les conditions de travail beaucoup plus apaisées et saines reviennent au sein de leur entreprise. Très bien. Voilà. Donc au final, on revient à des choses très élémentaires et basiques. Taper dans le porte-monnaie, ça aussi c'est efficace pour les entreprises dont le management est toxique. Et en conclusion, j'ai envie de vous demander, avec tout ce qu'on vient de dire, est-ce qu'au final, cette question du burn-out ne nous met pas face à notre conception du travail? Ne faudrait-il pas la revoir pour qu'elle soit un petit peu plus humaine, même si on sait que derrière, il y a de véritables enjeux économiques? Bien sûr, la question de l'humanisation des relations au travail se pose ici totalement. Pour revenir à la pandémie, ce contexte a permis de révéler effectivement que la manière dont on concevait le travail jusqu'alors n'était pas toujours la meilleure façon de concevoir. On a vu qu'avec le télétravail, les personnes se sont révélées beaucoup plus productives que ne disait au départ le patronat. Effectivement, il est bon de revenir à des valeurs beaucoup plus saines, beaucoup plus justes et beaucoup plus proches de ce qu'on est, plutôt que de mettre en avant la productivité, qui au final elle arrive, la productivité, mais quand un salarié est dans de bonnes conditions de travail, elles finissent par arriver, ces postures de rentabilité, de productivité qui sont si chères à nos chefs d'entreprise. Voilà. Très bien, merci beaucoup Jessie Gercier. Il y aurait tant à dire encore. On va faire une pause publicitaire et on va débriefer un petit peu avec les chroniqueuses avant de passer aux chroniques. À tout à l'heure. Nous sommes de retour pour cette seconde partie des experts au féminin et notre invité est encore avec nous puisque Maëlle ne peut pas être des nôtres aujourd'hui. Donc exceptionnellement, on va encore débriefer pendant 2 petites minutes avant de passer aux chroniques. Alors pendant la pause, ce que vous n'avez pas pu voir, c'est que Cindy papotait beaucoup avec notre invité. Alors Madame Bajazé, j'aimerais savoir de quoi parliez-vous exactement? J'ai culpabilisé parce que en fait, moi ce que je voulais savoir c'est est-ce qu'il y avait une différence entre le burn-out, la dépression, et est-ce qu'un burn-out, en fait, il n'y avait que les salariés qui faisaient l'objet de burn-out. Et elle m'a dit effectivement que non, qu'on peut, nous, en tant que chef d'entreprise, être victime en fait de burn-out. Et c'est vrai qu'il y a eu des mots-clés. Et je me suis même demandé si je ne suis pas passée par une phase de burn-out, puisqu'en fait, il y a pas mal de situations, même quand vous parlez en fait de la personne entre guillemets type, c'est vrai que nous, enfin moi je me reconnais, des profils, enfin je l'ai dit la semaine dernière de l'émission, enfin perfectionniste je sais pas, mais psychorigide oui, vouloir en fait toujours faire les choses et ne jamais revenir au lendemain, enfin voilà quoi, ne pas prendre de congé, ça je l'ai fait aussi parce que moi j'ai estimé qu'à un certain moment
comme dormir, pas que c'est inutile, hein, mais que ça fait perdre du temps. Ça fait perdre du temps. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Je pense que nous sommes tout autour de la table à se poser des questions, et même des personnes qui font l'objet de burn-out ou qui ne sauraient pas, en fait. Parce qu'on peut penser que ça résulte d'une fatigue ou d'une dépression, et puis vous m'avez dit que la dépression, en fait, également, en fait, on estime qu'on est dépressif quand ça passe 6 mois, la barre des 6 mois, en fait. Les symptômes sont présents pendant 6 mois. Voilà. Alors, du coup, on peut effectivement être en situation de burn-out sans forcément le réaliser, mais il y a quand même des signes après. Cette extrême fatigue, elle est quand même bien présente, on la ressent. Il y a des contre-coups par la suite qu'on ne peut pas nier. Alors, est-ce que parce que vous présentiez ou vous présentez tous ces signes qui peuvent être des points de personnalité veulent dire que vous étiez en burn-out? Point de personnalité, effectivement. Voilà. C'est différent. Tout à fait. Mais effectivement, il faut rester vigilante au fait que vous le savez maintenant, vous l'avez repéré. Restez vigilante à l'évolution de votre carrière et à comment vous vous sentez au quotidien. Voilà. Donc on le retient, pas que les salariés victimes de burn-out, d'autant plus que lorsqu'on est indépendant et qu'on a cette relation directe au client et où il y a cette nécessité de performance pour avoir une bonne recommandation sociale derrière, et avec les réseaux sociaux derrière, on sait tout ce que ça fait, les Instagram, les LinkedIn, il y a cette nécessité de toujours bien paraître performante et sexy en plus. En plus, pour les femmes, il y a en plus cette prérogative. Les relations commerciales, les relations effectivement où on doit se vendre quelque part, sont aussi sujettes au burn-out. Pour mémoire, vous vous rappelez comment le burn-out, l'épuisement professionnel est entré dans le code du travail? Il y avait eu des cas à France Télécom. À France Télécom, avec les suicides, les gens se jetaient par la fenêtre. Ouais. C'était des personnes qui n'étaient pas dans la relation d'aide, mais dans la relation client. Tout à fait. C'est comme ça que le code du travail a entendu qu'il pouvait y avoir quelque chose de l'ordre de l'épuisement au travail. Ouais, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais on peut aussi avoir des clients qui peuvent aussi être un peu toxiques, pervers, exactement, qui vous appellent à 1h du matin, vous envoient un mail à 4h du matin. On appelle ça comment ? Voilà. Et là, effectivement, ça devient un peu plus compliqué quand on est un chef d'entreprise, parce qu'on a cette obligation de résultat. Exactement. Donc, nécessité d'éduquer le client également. D'éduquer le client, d'accepter de déléguer, mesdames. Oui. Non, ça n'est plus possible. D'éduquer effectivement le client et de mettre ses propres limites, de lutter à l'envahissement et à vouloir toujours répondre positivement et en temps et en heure. Vous avez des vies de famille, il y a les soirées, il y a les week-ends. Donnez-leur leur vraie valeur. Je vois Amanda qui sourit, qui acquiesce depuis un moment. Je sens que ça ne va pas vous arriver, Amanda. Parce qu'il faut savoir que je suis très à l'aise. Je fais passer mon bien-être bien avant. Ça, c'est clair et net. C'est vrai que je ne fais pas partie de votre génération. Donc, je vois que ça commence à être un petit peu trop tendu. Je sors et je vais prendre un petit bain de mer. Je profite, oui, parce que ce ne sont pas des caprices, mais il faut faire passer le bien-être bien avant. Et oui, c'est tellement mal vu. C'est vrai qu'on me dit je suis capricieuse, je ne prends pas en compte certaines choses parce que oui, Axel, c'est différent. Hein. Elle a une date butoir, donc elle a la pression. Moi, je ne suis pas comme ça du tout. Je préfère décaler certaines choses, passer des bons moments en famille, savoir que le week-end, on n'y touche pas, très sincèrement. L'anniversaire de ma fille, on n'y touche pas. Donc oui. Je fais vraiment passer mon bien-être avant, puisque c'est important. C'est important. Joël, on a des leçons à tirer de cette jeune génération, visiblement. Pas que de la jeune génération, également des pays étrangers. Oui. Pour avoir des amis aux quatre coins du monde avec le blog, je me rends compte que le bien-être au travail est très mal vu en France. En France, il faut être productif, tu fais coûte que coûte, etc. Dans les pays nordiques, aux États-Unis, les start-up accompagnent leurs salariés bien différemment. Et lorsque les gens sont bien au travail, ils sont productifs, ça va de pair. Ouais. C'est pas une concurrence en fait. Et quand on arrivera à ça, ma foi, je pense que les taux de burn-out seront moins élevés en France. On l'espère en tout cas. Merci pour cette conversation sur un sujet d'importance. On va passer à vos chroniques, mesdames. Amanda, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on va parler avec une auteure, animatrice, elle s'appelle Aya. Oui. Et on parlait de burn-out justement, elle donne beaucoup de conseils dans l'entrepreneuriat et notamment dans la motivation. Très bien, Aya de Saint-Martin que j'ai eu le plaisir de rencontrer récemment lors de mon passage. Joël, avec vous, qu'est-ce qu'on va découvrir? Vous allez faire frétille ou papilles comme d'habitude. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on va à la découverte d'un nouveau challenge dans Notion de territoire. On va à la rencontre de Béatrice Fabignon et de David Tissot, Bocuse d'Or, chef étoilé, franchement des pointures qui sont là pour mettre en avant la gastronomie créole. Et ça me touche particulièrement. Donc, très heureuse de vous emmener en reportage. Ouais, toujours high level, j'adore ça. Alors, Cindy, aujourd'hui, vous partez à la rencontre de Fabrice David, qui est directeur d'ICD Consulting, agent immobilier. De quoi allez-vous nous parler plus précisément avec Fabrice? Alors, comme je le dis souvent, en fait, on va à la rencontre d'une étoile, donc Fabrice, qui est agent immobilier, qui va nous parler de sa profession de manière générale et de son parcours. Très bien. Alors, Fabrice David est avec nous par Skype en duplex. Bonjour, Monsieur David. Bonjour, Madame Collangean. Merci d'être notre invité. Je vous laisse entre les mains de Cindy, avec qui vous avez discuté de cette profession d'agent immobilier qui peut-être un peu méconnue malgré toute la communication qu'on peut voir autour. Je crois que certains aspects réglementaires doivent être abordés. L'objet de cette chronique. Fabrice David, bonjour. Bonsoir. Bonjour, pardon. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, comme il est coutume, Monsieur David, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Oui, bonsoir à tous. Donc, je suis Fabrice David, je suis un entrepreneur guadeloupéen. Alors, j'ai fait une école de commerce que j'ai conclue par un bachelor en commerce international en langue étrangère en Angleterre, à l'université de Portsmouth. J'ai fait aussi, j'ai commencé à travailler directement en Guadeloupe. J'ai fait de l'audit en commissariat aux comptes à KPMG. Ensuite, j'ai été contrôleur de gestion pendant 5 ans dans un groupe de matériaux de construction. Et après, j'ai créé mon cabinet de consultant patrimonial qui m'a amené à avoir ma carte de transaction immobilière. Et puis aujourd'hui, l'immobilier a pris toute la place dans mon activité. Je le disais précédemment, on entend souvent parler en fait d'agent immobilier, mais en quoi consiste exactement ce métier et depuis combien de temps l'exercez-vous? Alors, j'exerce ce métier d'agent immobilier depuis 2018. Ça consiste en quoi? Ça consiste à être un intermédiaire entre deux parties ou plusieurs parties, qu'ils soient physiques ou morales. Donc, notre rôle, c'est de les accompagner, de les conseiller, de les solutionner leurs besoins, de les mettre en relation pour qu'un achat, une vente puisse se faire ou aussi une mise en location. Donc, ça consiste quand même à s'assurer que le vendeur du bien ou le loueur du bien, par exemple, est bien le propriétaire, puisqu'on doit quand même rédiger un mandat, puisqu'on est dans une activité réglementée. Et il faut accompagner les clients à mettre en place tous les éléments. Par exemple, parfois on a des problématiques de succession que l'on rencontre. Donc celui qui pense être le propriétaire n'est plus seul propriétaire sur le bien. Donc on doit l'accompagner à mettre en place les outils de succession pour pouvoir permettre la mise en location du bien. Alors nous faisons aussi de la recherche de biens immobiliers puisqu'il y a des clients qui recherchent un bien, qui veulent s'installer. Et aussi, pour vendre, pour louer, il faut identifier la valeur du bien. Donc, nous faisons des avis de valeur immobilière sur la partie vente et sur la partie mise en location. Donc, c'est un peu le tableau global de ce que l'agence immobilière peut faire. Alors, il y a d'autres activités dans une agence immobilière qui sont les activités aussi de syndic. Les activités de syndic, les activités de gestion locative. Donc la gestion locative qui consiste à s'occuper de toute la gestion d'un bien mis en location par un propriétaire et qui délègue cette mission à l'agent immobilier. Très bien. Est-ce que cette activité d'agent immobilier fait partie des activités dites réglementées? Est-ce qu'il faut des certifications, des autorisations pour exercer? Alors, on est en plein dedans. C'est une activité qui est sur-réglementée. Donc, on a la loi Hoguet de 1972 qui régit l'activité de l'agent immobilier.
et de la profession immobilière. La loi Allure de 2014 est venue renforcer sur des sujets tels que l'équilibre des relations entre l'agent immobilier et le propriétaire et le locataire. Cette loi est intervenue aussi sur la question des pratiques abusives qu'il y a pu avoir dans l'immobilier. Et elle demande aussi à avoir de la transparence, donc elle impose un cadre juridique qui est très, 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 très rude. Donc déjà, n'est pas agent immobilier qui veut, parce qu'il faut détenir une carte de transaction immobilière délivrée par la CCI de sa région. Cette carte est valable 3 ans, et pour l'obtenir, il y a un niveau de diplôme qui est requis, ou une expérience dans l'immobilier qui est assez longue, qui peut être de 10 ans, pour pouvoir obtenir cette carte. Et cette carte est renouvelée tous les 3 ans. Et pour pouvoir la renouveler, il faut avoir réalisé au moins 42 heures de formation continue qu'il faut prouver à la CCI pour renouveler cette carte de transaction. Donc, avoir cette carte de transaction, c'est le niveau de formation, mais c'est aussi avoir une assurance responsabilité civile professionnelle. C'est aussi avoir une garantie financière pour la détention de fonds lorsque l'agent immobilier et l'intermédiaire récupère les fonds. Et ensuite, lorsque l'on met un bien en vente ou en location, il faut avoir un mandat. Et donc le mandat entre le propriétaire et l'agence immobilière, qu'il soit un mandat de vente, un mandat de gestion locative, un mandat de location ou encore les mandats que le syndic peut donner à une copropriété. Alors, si vous aviez Oui, Oui, allez-y. Alors, si vous avez... allez-y. Voilà, juste une chose. La loi va beaucoup plus loin dans l'immobilier. On est encadré pour tout. Ça veut dire qu'il faut afficher les barèmes de ces prix. Il y a des réglementations à respecter pour l'affichage des annonces avec des choses qui sont indispensables à mettre à l'intérieur des annonces. Par exemple, les honoraires de l'agent immobilier doivent être transparents pour quelqu'un qui regarde les annonces. Il y a une particularité, à l'intérieur de l'agence immobilière, vous avez ce qu'on appelle des agents commerciaux indépendants, qui sont des négociateurs immobiliers, qui eux aussi doivent avoir une responsabilité civile, professionnelle, et qui ont une attestation de collaborateurs en travaillant à l'intérieur de l'agence immobilière. D'accord, donc on a compris, hein, c'est un métier qui requiert des certifications, des autorisations, n'est pas qui veut agent immobilier. Si vous aviez un conseil à donner à une personne qui souhaiterait embrasser cette activité, quel serait ce conseil? Je dirais qu'il faut d'abord se former techniquement et bien comprendre l'environnement juridique autour du métier, également comprendre son environnement pour pouvoir conseiller, parce que nous avons une obligation de conseil auprès de nos clients. Donc, la formation et la compréhension juridique est fondamentale. Ensuite, je dirais qu'il faut avoir beaucoup de résilience et de persévérance, parce que lorsqu'on ouvre un dossier immobilier, on ne sait pas quand il va se conclure, et le métier étant réglementé, tant qu'on n'a pas conclu l'acte de vente, par exemple, chez le notaire, l'agent immobilier et donc le négociateur immobilier indépendant ne perçoit pas sa rémunération. Donc, il faut être résilient et je dirais une dernière chose, c'est qu'on ne devient pas riche du jour au lendemain dans l'immobilier parce que ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup d'intermédiaires, il y a beaucoup d'impairs qui peuvent intervenir. Et on peut avoir travaillé 4 mois sur un dossier et puis finalement, on ne peut pas signer l'acte et puis il faut repartir. Je vais rebondir sur la dernière phrase, on ne devient pas riche. En fait, c'est un métier qui a le vent en poupe. On voit aussi que beaucoup de personnes en fait, souhaitent devenir agent immobilier. Est-ce qu'il y a une journée type? Est-ce que c'est comme on voit un petit peu à la télé, on monte en voiture, on est sur le terrain, on fait visiter des biens? Voilà, comment ça se passe concrètement? Avant-dernière question, avant de clôturer. Déjà, il faut rencontrer les clients, leur expliquer le cadre réglementaire. Il faut arriver à leur faire entendre que se croire propriétaire, se penser propriétaire ne veut pas dire que l'on est, parce qu'on ne détient pas forcément un titre de propriété à son nom. Il faut pouvoir récupérer tous les documents pour s'assurer qu'on est bien propriétaire. Il faut mesurer les biens et mettre des avis de valeur. Il faut créer des annonces. Il faut ensuite répondre aux annonces clients, il faut faire des visites, il faut rédiger des compromis de vente, des promesses de vente, des baux, pardon. Il faut arriver à croiser
toute cette activité qui est aussi bien administrative avec la partie réglementaire que commerciale et faire l'aller-retour entre les deux. Et c'est un exercice qui nécessite beaucoup de résilience. Question, comment fait-on pour faire appel à vos services à ICD Consulting? Je le rappelle, hein, vous êtes président et fondateur de cette agence immobilière. Comment fait-on pour faire appel à vos services? Alors, on peut nous appeler au numéro de l'agence qui est le 06 90 96 56 07. Également sur le site internet www.icdconsulting.fr. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Et puis le mail de l'agence, bien sûr, contact@icdconsulting.fr. Très bien, merci beaucoup Fabrice David d'avoir accepté notre invitation et peut-être à bientôt sur une autre émission. Merci Jazé. Merci à tous. Alors Cindy, merci pour cette interview. Je le dis du fond du cœur parce que non, vraiment, puisque j'en ai assez de voir sur les réseaux sociaux. C'est comme les coachs. Ouais. Les coachs et les agents immobiliers, ça explose sur les réseaux sociaux. Tout le monde se déclare coach, tout le monde se déclare agent immobilier, tout le monde se déclare coach en immobilier. Donc, c'est plus possible. Et il faut rappeler effectivement que ce sont des métiers réglementés. Il y a une réglementation, il y a des choses strictes comme il a indiqué et comme on ne cesse de l'indiquer aussi au cours de cette émission, il y a des métiers qui requièrent une certification, d'autres non, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas se former à ces métiers-là. Donc oui. Oui, en plus ce domaine-là de l'immobilier où on est dans une période post-crise sanitaire, économique qui ne dit pas son nom, où tout le monde veut faire de l'argent facilement, rapidement. Vous avez des vidéos sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, où tout le monde vous vend comment être un agent immobilier successful en 2 temps, 3 mouvements, mais on ne vous parle pas de réglementation, on ne vous parle pas de formation, et je crois que là, il faut faire très, très attention, et toujours en tant qu'usager, consommateur, client potentiel, se soucier des certifications et des agréments. En tout cas, merci pour ça. C'est moi. Alors, je me retourne vers Joël. Joël, nous partons à la rencontre de Béatrice Fabignon et de quelqu'un d'autre aussi, je crois. Tout à fait. David Tissot, qui est maître Bocuse d'Or, qui est Bocuse d'Or, 2021, chef étoilé. Sincèrement, Béatrice Fabignon, c'est une femme très dynamique. C'est une chef ultramarine très dynamique, ici et outre-Atlantique. Et je trouvais intéressant, dans le cadre de ce challenge qui se tient du 30 mars au 6 avril, de mettre en lumière son action chez nous, parce que cette fois-ci, elle va à la rencontre des jeunes talents. Des différents territoires d'outre-mer. En ce moment, c'est en Guadeloupe, dans un centre de formation, lycée hôtelier, etc., pour mettre en avant notre terroir, en fait, les plats emblématiques de la région, accompagnés par des chefs de talent. Il y a Claude Strazel, il y a Miguel Jean-Noël, James Babeu, etc. C'était très intéressant. Donc j'ai voulu qu'on aille à sa rencontre dans un reportage. Il y aura 2 interviews, la sienne puis celle du Bocuse d'Or. Très bien. Donc nous regardons le reportage de notre confrère Marius Mathieu. Le challenge est né d'une rencontre déjà à la base avec Daniel Carmazol qui m'a fait l'honneur de faire une couverture de magazine sur moi, sur mes activités. Ça c'était en janvier. En fait la couverture a duré 3 mois, donc janvier, février, mars. Et en fait, courant janvier, il m'appelle en me disant « mais ça serait bien qu'on fasse un événement, qu'on continue en fait avec un événement physique ». Et lors d'une discussion, je lui ai dit on peut faire un événement gastronomique, pour le coup avec les jeunes en formation, et on va changer un petit peu, parler des plats emblématiques. En fait, voilà, l'idée est née d'une discussion suite à cette couverture. Il y a plusieurs plats emblématiques selon la commune d'où on vient, selon ses goûts. Moi, mes préférences personnelles, j'en ai plusieurs. J'adore le château. J'adore un bon cochon roussi, particulièrement le verra. J'adore ça. Après, une chiquetaille de morue, c'est pas mal. Mais mon préféré, ça reste quand même un cochon roussi.
Cette année 2022 va être une année vraiment intense. Ensuite, on va aller en Martinique, donc ça sera du 27 juin au 3 juillet 2022. Et ensuite, à la rentrée, on ira donc à Saint-Martin, dans la foulée Saint-Barthélemy et ensuite la Guyane, pour faire après la grande finale, la grande remise des prix, qui aura lieu, bon, je vous dis pas, ça sera la surprise. Ma rencontre avec la cuisine s'est fait quand j'étais petite. En fait, on a toujours la même réponse quand on est cuisinier, mais c'était les parents. Moi, j'étais toujours souvent grande gourmande dans la cuisine, à voir ce que mes parents faisaient. Et c'est venu comme ça. J'ai pas le souvenir de la rencontre puisque j'ai toujours aimé manger. Donc voilà. Quel conseil de se former, d'avoir une ouverture d'esprit, de se fixer des objectifs et de ne pas essayer de trop dévier. Parce que maintenant, c'est vrai que c'est un métier où il y a beaucoup de show. Donc voilà, la chose la principale, c'est de se former et de savoir où on veut travailler. On peut très bien être dans la cuisine. Il y a plein de milieux, il n'y a pas que la gastronomie. Il y a la haute gastronomie, mais après on peut travailler dans les cantines centrales, on peut avoir son propre restaurant, voilà, en toute simplicité. Voilà, c'est de bien choisir sa voie, de se former, et puis tout ira bien. J'ai un peu de mal avec ça parce que je ne me considère pas comme un grand chef. Et après, dans quel registre ? C'est le mien. Moi, j'aime bien... faire la cuisine, c'est la base, mais après j'aime créer des événements puisque moi j'ai une façon de communiquer et de promouvoir la cuisine créole. Donc en fait je crée les événements pour faire ça. Brièvement, c'est un CAP classique en école hôtelière. Un tout début, on va dire, plus dans le sport, destiné au sport. Ensuite un petit accident, donc là CAP classique, et puis après rencontre avec des chefs, beaucoup travaillé avec des meilleurs ouvriers de France, Monsieur Paul, Jacques Maximin et d'autres chefs étoilés, Régis Marcon. Voilà. Ensuite c'est vrai qu'en 2004 j'ai eu le titre de meilleur ouvrier de France. Et puis j'avais 30 ans à peine, et là en 2021, donc Bocuse d'Or Monde. Le premier chef que j'ai eu, chez qui j'ai travaillé, c'était Monsieur Paul, forcément. Pour moi ça a été déjà celui qui m'a donné envie de faire ce métier-là. Et puis après il y en a d'autres, tous les chefs m'ont un petit peu marqué, les chefs avec qui j'ai travaillé m'ont un peu marqué, et chacun leur... Il y en a c'était plus l'aspect technique, il y en a c'était plus le savoir-être. Voilà, chaque chef chez qui je suis placé m'a appris des choses et m'a forcément marqué. On oublie un petit peu les îles, la Guadeloupe, la Martinique, tout ça, qui sont pourtant français. Et je pense que c'est important aujourd'hui de valoriser ce terroir-là. Parce que pour moi, il fait partie aussi du terroir français. Il n'est pas dans l'hexagone, mais en tout cas, il fait partie du terroir, et c'est important de le valoriser à travers le travail des jeunes et des produits qu'on peut trouver sur le territoire. Alors, la cuisine créole, je la connais un petit peu. Pour moi, c'est une première, on va dire, sur la Guadeloupe et Martinique, et donc j'espère découvrir de belles choses. Après je la connais forcément puisque moi j'ai été élevé, on va dire, dans une banlieue, et on avait des Guadeloupéens, des Martiniquais, la Réunion aussi. De toute façon, c'est un petit peu aussi l'idée à travers les concours. Il y a un centre d'excellence qui va s'ouvrir à Lyon. Où on va créer une équipe junior qui va représenter le pays, donc c'est vrai que c'est important de venir voir aussi ce qui se passe ici, et pourquoi pas, s'il y a une pépite, essayer de la récupérer et de partager avec lui cette passion qui est la cuisine. Voilà, non, je pense qu'il faut continuer à persévérer et s'ouvrir, on va dire, s'ouvrir au monde, s'ouvrir. Voilà, alors c'est peut-être, quand on est sur l'Hexagone, c'est peut-être plus simple pour décrocher les étoiles, mais effectivement, oui, c'est une question à poser au Michelin. Pourquoi sur la Guadeloupe ou sur les îles, il n'y a pas d'étoiles? La prochaine étape, moi après c'est New York. Voilà, avec l'équipe qui m'a accompagné
sur les Bocuse d'Or. Voilà, c'est un petit peu une récompense et puis d'un travail de 2 années et on va aller fêter ça un petit peu sur New York, voilà, le partage. On a marqué, je pense, les esprits parce qu'on a défendu justement nos valeurs, les valeurs françaises, la tradition française et en même temps on s'est aussi ouvert sur le monde. J'aimais bien, là j'ai lu un article du Norvégien qui a fait 3e et il dit qu'on a gardé nos traditions avec un pas de côté et je trouve que c'est assez intéressant. Voilà, sa réflexion était assez intéressante, donc on a pu marquer les esprits comme ça. Il faut surtout ne rien lâcher et puis être persévérant. Excellent reportage et belle rencontre, Joël. Oui, tout à fait. Je remercie Béatrice Fabignon d'avoir choisi un président de jury aussi charismatique que Monsieur Tissot. Très simple, humble, mais une vraie pointure. Bocuse d'Or, meilleur ouvrier de France, rien que ça. C'est pas rien du tout. Ouais. Mais il est dans le partage. Voilà, il vient chez nous à découverte de nos traditions et c'est vraiment important pour le rayonnement de ce qu'on fait sur nos territoires. Très bien, en tout cas, merci pour cette belle découverte et particulièrement contente d'avoir eu Béatrice Fabignon dans cette émission puisqu'il y a, je crois, 4 ans, c'est Arnaud Bloquel, le chef Bloquel, qui m'a parlé de Béatrice Fabignon. Il m'a dit, s'il y a vraiment quelqu'un à interviewer pour parler de cuisine ultramarine antillaise et qui est high level, c'est Béatrice Fabignon. J'espère qu'on continuera à la suivre et voir ce que ce challenge va donner. En tout cas, on va suivre tout ça sur les réseaux et nul doute que Joël, vous nous ferez découvrir comment ça se passe dans les coulisses. Avec grand plaisir. Très bien. Amanda, on arrive à votre chronique découverte sur les réseaux et on part avec vous à la rencontre de Aya qui est à Saint-Martin. Bonsoir Aya, nous sommes en duplex avec vous depuis Saint-Martin. Merci d'avoir accepté d'être notre invitée. Allô, bonsoir tout le monde. Merci pour cette invitation. Donc, Amanda va conduire cette interview avec vous. On rappelle que vous êtes auteure, chroniqueuse et animatrice radio et aussi motivational speaker. C'est-à-dire qu'Aya, c'est quelqu'un qui va discuter, donner des conférences, animer des masterclass pour animer les entrepreneurs. Alors, Amanda a quelques questions à vous poser. Bonsoir Aya, merci d'être avec nous ce soir. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas réellement, pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours, s'il vous plaît? Alors, du coup, Aya, donc, en plus, je dis... Alors, en fait, du coup, je suis infirmière de profession, mais bon, après, j'ai pu développer plusieurs compétences, donc notamment autrice, conférencière, maintenant animatrice radio. Je touche un petit peu au mannequinat également. En fait, voilà, je suis vraiment la personne qui va aller prôner en fait cette diversité professionnelle et ne pas me restreindre en fait à un seul métier et vraiment aller chercher à faire plus, notamment dans tout ce qui est développement personnel. Voilà. Alors, vous avez écrit un livre, The Good Morning Chronicle. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Alors, The Good Morning Chronicles, donc le petit livre qui se retrouve là. En fait, c'est un livre que j'ai écrit il y a, on va dire, il y a à peu près 5 ans. Donc, j'ai sorti l'ouvrage en 2017. Et en fait, ce livre-là, c'est des petits, on va dire, des petits récits, des petites chroniques, en fait, du matin. On pourrait appeler ça, en fait, c'est un livre que j'ai écrit en anglais. Et si on devait traduire, en fait, on appellerait ça les chroniques du matin. Donc, en gros, en fait, c'est des récits, en fait, qu'on lit le matin, justement, pour nous mettre dans une bonne humeur. Et puis, avec ces récits, en fait, on retrouve des affirmations très dans le développement personnel, un peu, on va dire, centré sur la spiritualité aussi. Donc, vraiment quelque chose, en fait, pour que... En tout cas, moi, je pars du principe que le matin, c'est vraiment le moment propice pour, justement, se mettre... se formater pour notre journée. Et donc, du coup, avec le Good Morning Chronicles, ces petits récits, ça nous aide justement à avoir, au moins réfléchir plus clairement, avoir des bonnes idées et puis partir et démarrer notre journée avec de la joie et la bonne humeur.
Voilà. Alors, d'où vous est venue l'idée d'écrire The Good Morning Chronicles? Alors, du coup, les Good Morning Chronicles, en fait, ça a commencé sur les réseaux sociaux. En fait, c'est des récits que j'écrivais, en fait, le matin. Moi-même, je me réveillais le matin et c'était comme si, en fait, c'était download. Download, je recevais, en fait, ces inspirations et je mettais ça en écrit et je postais ça sur les réseaux. Et petit à petit, voilà, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Les gens ont commencé à vraiment, comment dire, s'y attendre. En fait, ils attendaient justement que je poste ces récits, en fait, sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc, du coup, The Good Morning Chronicles, en gros, c'est tout un, comment dire, en fait, c'est des récits que j'avais écrits pendant 2 ans, que j'ai assemblés et voilà, j'ai créé ce livre. Alors, quelles sont vos inspirations? Mes inspirations, alors, je suis inspirée. Qu'est-ce qui m'inspire? La vie m'inspire. En fait, je crois en la croissance, je crois en. Mais il y a ma foi aussi qui m'inspire beaucoup. Je suis inspirée par les gens autour de moi. Voilà, la vie. Alors, est-ce qu'on peut inspirer une suite pour The Good Morning Chronicles? Une suite pour The Good Morning Chronicles. Donc, déjà, dans un premier temps, ça serait de le traduire. Quelque chose qui aurait dû déjà être fait. Mais bon, après, aujourd'hui, je pense que je veux plutôt. Parce qu'entre 2017 et aujourd'hui, 2022, il y a tellement de choses qui se sont passées. Et puis, j'ai déjà pris plus de maturité, on va dire. Donc, du coup, je pense que j'aimerais justement, je vais me lancer d'ailleurs dans un autre ouvrage qui va être beaucoup plus mature que le Good Morning Chronicles, on va dire. Alors, c'est vrai qu'on vous... Allez-y. Même registre, dans le même registre de développement personnel. Alors, c'est vrai qu'en vous suivant sur les réseaux sociaux, vous parlez beaucoup d'entrepreneuriat. Alors, pour vous, quelle est la définition de l'entrepreneuriat? Excusez-moi. Alors, du coup, l'entrepreneuriat, je l'aborde d'une façon, on va dire, très ouverte. En fait, moi, je pars du principe. Alors, parce que du coup, j'ai essayé de justement trouver ce mot qui traduit, en fait, qui pourrait en tout cas définir ces personnes justement qui jonglent plusieurs activités. Parce que c'est un peu mon mode de vie, c'est que je jongle vraiment plusieurs activités. Et donc, du coup, on appelle ça, j'ai cherché et j'ai trouvé le terme, ça s'appelle slasher. En fait, en gros, les gens qui jonglent plusieurs activités, on les appelle les slashers. On peut aussi on va dire les appeler les multipotentiels. Voilà. Et donc, du coup, moi, je pars du principe qu'on peut, on n'a pas besoin justement de se mettre des limites. On peut tout faire, on peut tout se permettre. Aujourd'hui, je vois personnellement, je jongle dans plusieurs métiers et c'est quelque chose qui me passionne. J'adore. Je me fixe pas de limites. Je me dis pas. En fait, pendant longtemps, on nous a, on va dire, on nous a dit que voilà, on devait aller à l'école, apprendre un métier et puis faire ça toute notre vie. Et moi, voilà, je tiens à briser justement on va dire, ces principes et je tiens à prôner justement cette diversité professionnelle et montrer aux gens qu'on peut faire plusieurs choses en même temps et s'épanouir et vraiment avoir un équilibre dans notre vie. Voilà. Alors, selon vous, quelles sont les qualités d'un vrai leader? Les qualités d'un vrai leader, c'est être à l'écoute des autres. Aussi être toujours on va dire, dans la générosité. Moi, c'est quelque chose que je prône beaucoup. En fait, même les gens avec qui je travaille personnellement, je leur incite toujours à aider les autres, à les aider d'une manière ou d'une autre, que ça soit financièrement, que ça soit avec leur temps, mais donner à l'autre, en fait, vraiment aider.
avoir cette générosité. Et puis, en fait, la qualité d'être toujours dans l'apprentissage, toujours ne jamais se dire que c'est bon, j'ai tout appris, j'ai plus rien à apprendre. Non, on a toujours plus à apprendre, on peut toujours viser plus haut. Et donc, c'est vraiment, en fait, on va dire la phrase que je dis aux gens très proches de moi, c'est voilà, c'est viser plus haut, toujours viser plus haut parce qu'on peut. Alors, quel conseil donneriez-vous à ceux qui hésitent encore à se lancer? Alors, en tant que conseil, je dirais que la peur, c'est normal. C'est tout à fait normal d'avoir peur, mais justement, il faut aller au-delà de cette peur et quand même foncer. Et que même si, on va dire qu'on échoue, même si je ne crois pas, en fait, je ne pense jamais qu'on échoue réellement, je pense que c'est juste échouer est égal à gain d'expérience. Voilà, en fait, même si on pense qu'on échoue, mais en fait, en réalité, on est en train de gagner en expérience. Donc, faut toujours, en fait, y aller et ne pas avoir peur, ne pas écouter les autres, parce que souvent, notre entourage, en fait, ils comprennent pas nos projets, ils se disent, ouais, c'est trop grandiose. Non, allez quand même faire vos affaires, faites vos affaires, sans en parler réellement, en tout cas, sans en parler aux gens qui peuvent pas vous aider et foncer et rester concentré, rester focalisé sur le but et vous arriverez quoi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Pouvez-vous nous donner vos réseaux sociaux où on pourrait vous suivre s'il vous plaît? Alors, pour mes réseaux sociaux, je suis très active sur Instagram. Donc, Instagram, c'est au nom de Light of Aya. Light, c'est L-I-G-H-T-A. A-Y-A. Et puis, je suis également très active sur Facebook. Et Facebook, c'est Aya Milagros. Donc, Aya, A-Y-A, et Milagros, L-I-L-A-G-R-O-S. Donc, voilà. Merci beaucoup. En tout cas, on espère vous voir bientôt en Guadeloupe, pourquoi pas. Très bien. Merci oui, beaucoup. Reste en ligne. Deux mots à dire, Aya. Ce livre-là, 5 ans plus tard, on voit tous les petits signets là qui apparaissent parce que c'est un livre qui est un livre feel good pour moi pendant un bon moment à sa sortie en 2017. Et c'est vrai que Amanda posait la question de la définition du leadership parce qu'on a suivi vos interviews avec les candidats aux élections territoriales à Saint-Martin. Et ce que j'ai apprécié avec votre approche, c'est que vous n'aviez pas cette approche purement politique. On était sur le côté très humain de la chose pour pouvoir découvrir qui étaient ces candidats et quelle était leur réelle capacité à assumer un leadership et ça a été assez extraordinaire. Mais en tout cas, on a noté la nécessité de traduire en français cet ouvrage qui est vraiment lumineux et je n'en dis pas plus, ça devra faire l'objet d'une discussion hors antenne entre nous, mais j'espère vraiment qu'on pourra collaborer sur ce projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup et on continue de vous suivre sur les réseaux. À très vite, Aya. Alors, j'ai vu en plateau des réactions pendant l'interview d'Amanda et d'Aya. Alors, Jessie Gercier, quand elle parlait du matin, grand acquiescement. Oui, ouais. Oui, le matin, l'importance en fait c'est après-midi, une bonne nuit de sommeil, on se réveille, on n'est pas encore salarié, on n'est pas encore employé, on est soi, on prend le temps pour soi, c'est très important, c'est à ce moment-là que les choses se mettent en place, c'est comme le cycle d'une journée tout simplement. Donc j'ai apprécié totalement ces petites phrases-là qui donnent, qui boostent le matin. Elle booste vraiment. Réveil. Elle booste vraiment. Joël, je vous ai vu acquiescer aussi quand elle parlait de multipotentialité. Ben oui, forcément, moi je me reconnais. Parce que oui, n'exercer qu'un métier, pour moi, c'est un non-sens. Parce que j'ai tellement d'envie, je suis tellement curieuse, j'ai tellement de choses à partager, etc. que oui, ça a fait tilt. Et j'ai aussi retenu son leitmotiv, viser plus haut. Ma mère m'a toujours appris ça quand j'étais petite. Toujours viser plus haut. Ne pas se contenter de ce qu'on a, avancer, apprendre sans cesse. Oui. Ça me nourrit, ça.
Très bien, très bien. En tout cas, merci mesdames pour cette belle émission de retour. Et pour conclure, j'aimerais juste vous lire un extrait de ces Good Morning Chronicles. C'est le jour 28 où elle dit, Aya Milagros, don't set limits on your potential by trying to imitate someone else's success. N'essayez pas de limiter votre potentiel en essayant d'imiter le succès de quelqu'un d'autre. Ceci étant dit, amen. À la semaine prochaine.